Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà, on a l'impression qu'il y a au moins 500 personnes, mais vous êtes en tout cas heureux d'être là, c'est formidable. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce petit moment qui nous permettra de vivre avec vous un peu de la reconnaissance qui est dans nos cœurs pour les 100 années que le Seigneur a donné à l'Institut biblique de Nogent. 100 années de combat, de fidélité du Seigneur, de fidélité de nos donateurs et de nos étudiants et anciens étudiants. Et nous allons prendre le temps de faire un petit parcours dans l'histoire de notre institution. Nous entendrons des témoignages. Je vous donnerai quelques idées sur l'avenir, sans être pour autant prophète. Et puis on terminera par un verre de l'amitié et des échanges plus informels. Je voudrais vous inviter tout d'abord à la prière, avant de laisser la place à Anne Ruolt. Seigneur, nous te rendons grâce, parce que quand nos œuvres peuvent franchir des étapes, c'est que tu as été fidèle. Fidèle avec ceux qui t'ont servi, parfois malgré eux, mais en tout cas, toi, tu as toujours tenu le cap et tu nous as aidés à le tenir. Merci. Bénis maintenant ces instants de réjouissance. Amen. Alors, Anne Ruolt. Alors, le scoop du jour, ce n'est pas que l'Institut ait 100 ans, parce que vous connaissez cela, mais le scoop du jour, c'est que le cèdre a sans doute quelques 286 ans. Mais ce n'est pas du cèdre. Je voudrais m'entretenir avec vous, mais de ce qui s'est passé à l'ombre de ce grand cèdre, ce que Sébastien Fath a appelé le grand hub évangélique, cette plaque tournante qui, à partir de ce lieu, a vu naître un certain nombre d'œuvres qui ont permis à construire le monde évangélique tel que nous le connaissons, et en particulier le centre évangélique qui est une émanation à la fois des responsables de l'Institut biblique de Nogent et de l'Institut biblique à l'époque d'Emmaüs, donc fondé en 1948. Alors ce que je vous propose, c'est un parcours historique qui va rapidement, en tout cas, brosser la manière dont les choses se sont succédées, avec d'abord les fondateurs, Rubens Sayens, Jeanne Sayens, et tout de suite Louis Sayens qui va être associé, avec l'idée de, dès le départ, vouloir fonder ou participer avec l'Institut biblique, participer à un réveil dans les églises en France. Ce que j'ai appelé dans le livre les héritiers, ce sont ceux qui sont nommés par les fondateurs. Alors, la première directrice, ça va être Louise Sayens, la fille, et puis les deux jumeaux, les deux acolytes, Jacques-Arthur Blocher et Jules-Marcel Nicole, qui seront d'abord directeurs adjoints, puis ensuite respectivement directeurs et directeurs des études à l'Institut. Ils vont être ces artisans qui vont, le réveil n'ayant pas pris comme le souhaitaient les fondateurs, c'est eux qui vont construire ce réseau des évangéliques qui se développait à ce moment-là en France, en francophonie. Et puis, plus rapidement, un mot sur les successeurs, c'est-à-dire les directeurs qui n'ont pas été nommés par les fondateurs, avec toute une nouvelle réflexion sur la manière de diriger, d'organiser l'Institut, non plus sous un modèle familial, mais plutôt sous un modèle collégial, ecclésial, avec une préoccupation particulière, c'est comment apporter l'enseignement, la formation et des questions en particulier d'accréditation et tout ce qui touche à l'enseignement qui va être apporté dans cette école. Alors d'abord, commençons par le commencement. Rubens Sayens. Rubens Sayens, un évangéliste sévenol qui est très connu en particulier pour son aura à l'époque, un aura qui faisait mouche, mais peut-être un peu dépassé aujourd'hui. Mais je me permets quand même de vous proposer de l'écouter.
simples de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Lorsque Jésus prononça ces paroles, il n'avait pour auditeur que quelques paysans de la Galilée. Aujourd'hui, traduites dans toutes les langues, elles sont connues, répétées et comprises par des millions d'âmes dans le monde entier. Et depuis 2000 ans, des multitudes innombrables ont répondu à cet ordre miséricordieux et trouvé dans cette parole des consolations infinies. Alors, on ne prêcherait plus aujourd'hui comme ça, et à l'Institut, on n'apprend plus à prêcher de cette manière-là, mais d'autres manières qui sont tout aussi pertinentes aujourd'hui. Notez quand même que les notes de ce message étaient très succincts. Comme tous les autres messages, c'était juste quelques grandes lignes, quelques titres, et sur lesquels ensuite Rubens Saillens s'exprimait. À la différence de Spurgeon, qui écrivait ses sermons, qui les vendait après chaque dimanche, ou quelqu'un prenait des notes, je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'était vendu, là on a juste ces quelques notes qui subsistent. Cela dit, quand on parle de la fondation de l'Institut, il faut dire que les femmes ont joué un rôle important tout au long de l'histoire de cette école. Et au départ, en particulier Jeanne Saillens, celle qui a eu l'idée, qui a poussé et qui voulait au départ fonder une institution pour des jeunes filles. Mais très vite, les choses ont évolué et je vous invite à lire la manière dont Louise Saillens, qui a très vite eu beaucoup de responsabilités dans cette école, puisque Rubens Saillens a dans sa 65e année, quand il commence l'école, Madame Saillens a 64 ans, elle va rapidement être aveugle, et les deux vont être souffrants dans le domaine de la santé, donc Louise Saillens va très vite prendre les responsabilités. Bon, voici ce qu'elle dit. Nous sortions de la Grande Guerre, donc il s'agit de la Première Guerre mondiale. Les milliers de jeunes gens morts, laissant des milliers de jeunes filles qui allaient devoir se trouver une occupation ou une vocation. Où les jeunes chrétiennes pourraient-elles se former? Alors, c'est Louise qui parle, ma mère a pensé à une école biblique et mon père a immédiatement dit il faut aussi qu'il y ait des jeunes gens, pas seulement une étude biblique, une école biblique pour les filles. Alors cela avait deux avantages. D'une part, un recrutement plus large de jeunes gens, de jeunes filles, entre 18 et 30 ans, la plupart étaient célibataires. L'autre élément, c'est que ça permettait aussi à des jeunes gens et des jeunes filles qui cherchaient l'âme sœur, à trouver l'âme sœur et fonder un foyer avec des convictions chrétiennes et aussi une vocation qui allait de pair. L'Institut biblique est né dans le terreau du Réveil, en particulier donc, du Réveil du Pays de Galles, qui a marqué Rubens Saillens. À partir de ce moment-là, il va devenir un évangéliste itinérant. Et dans les réunions des conventions des Kessiques, va être aussi marqué par cela et être de ce fait le fondateur des conventions en Europe francophone. Et là, donc, la convention de Morges qui a été lancée par Rubens Saillens en été durant son temps libre. Le restant de l'année, il était donc un prédicateur itinérant. Il y avait dans la salle de bois des enseignements qui ont été donnés. Vous avez tout un programme très serré sur un mois et beaucoup de gens venaient écouter cela et sous tente la prédication d'évangile aussi pour pouvoir toucher les cœurs de ceux qui n'avaient pas encore compris qui était le Christ. Alors vous ne vous étonnerez pas que ici nous avons, on pourrait dire, un hub temporaire. L'Institut biblique va devenir ensuite le hub permanent, avec une formation d'abord sur 2 ans, ensuite sur 3 ans. Vous ne vous étonnerez pas que le slogan, le mot d'ordre de la Convention de Morges, le Christ tout entier dans la Bible tout entière, est devenu aussi le slogan de l'Institut biblique de nos jours. Pour le monde tout entier a été ajouté ensuite dans une prédication d'Amasi Clarence Dixon, dont on dira un mot plus loin, un prédicateur américain qui était venu et qui avait rajouté aussi cette perspective du monde tout entier, qui n'était pas d'abord dans la pensée de Rubens Saillens en fondant cette école pour le Réveil en France. Alors, lorsque le site est loué, le site est beaucoup plus vaste qu'il ne l'est aujourd'hui. Il avait 3500 mètres carrés, avec un petit bassin, des poissons rouges, un tapis rouge sur le grand escalier qu'on connaît encore aujourd'hui. En face de l'Institut, en face de la grande rue, c'était un jardin puis un poulailler. Et de l'autre côté de la rue Jean Moulin, qui est à l'époque qui était la rue du Cèdre, il y avait très rapidement construit une salle du Cèdre, qui était une salle précurseur de la chapelle, dont on verra une photo plus tard. La voilà.
la salle du Cèdre. Et dès le départ, là, on a 2 dates concernant la fondation de l'Institut. Le 28 octobre 1921 correspond à l'ouverture des premiers cours de l'Institut. Et à cette époque-là, donc, le lieu est loué par les saillences. Et l'idée, c'est de former des évangélistes, des jeunes gens, des jeunes filles qui pourront épauler les pasteurs dans les églises et pourront susciter, en tout cas participer au réveil dans ces églises. Avec des rencontres, la salle de géographie, conférences pour à la fois de l'enseignement et aussi l'évangélisation, les évangélisations aussi, les formations sous-tentes, conventions sous-tentes, et puis cette salle du Cèdre, ancêtre donc de la chapelle, qui va servir aussi de chapelle, de salle polyvalente, on pourrait dire aussi, à l'Institut à ses débuts. La deuxième date, c'est le 7 août 1922, c'est la date à laquelle l'Institut a été constitué en association cultuelle. Et en fait, c'est une association qui se fonde pour faciliter la venue des fonds qui vont permettre d'acheter le bâtiment et de pérenniser l'œuvre. L'artisan de tout cela, mais en tout cas qu'il a promulgué, c'est Charles Hurlbird, c'est le plus grand monsieur qui est assis là à cette table au milieu, qui est en fait le directeur de la mission à l'intérieur de l'Afrique. En fait, il cherche à fonder une base d'envoi en France. C'est aussi une base qui permettrait aux missionnaires étrangers de venir apprendre le français avant de partir dans les colonies françaises. Alors, ainsi, dès la deuxième année de l'Institut biblique, un certain nombre de missionnaires étrangers sont venus pour apprendre le français à l'Institut. Alors, l'Alliance française est vivant à l'Institut et dans les annexes. Mais cela a aussi touché un certain nombre de jeunes gens, de jeunes filles qui sont venus en tant que Français pour normalement, ou peut-être à l'origine, travailler en France. Et parmi eux, vous reconnaissez ici une famille, en tout cas vous reconnaissez au moins Pierre Marais, qui est un ancien étudiant aussi de la maison, de la famille Marais. Pierre qui était l'ancien intendant, son frère Jacques Marais, vous connaissez sans doute au moins indirectement, c'est lui qui a préparé un certain nombre de couvertures de livres que nous avons sur les différents stands de littérature. Et la maman de Pierre Marais est sans doute une des plus anciennes, si ce n'est la doyenne, des anciens étudiants de l'Institut. Donc les Marais ont travaillé en Côte d'Ivoire, une mission qui a été fondée par les Richard, qui étaient aussi des anciens de l'Institut. Mais en même temps, il y a toujours la volonté d'évangéliser, de fonder des églises. Et là, vous avez une carte de la banlieue Est avec tout le travail qui se faisait, avec la salle de l'Évangile qui est à Fontenay. Et puis, les moyens très modernes à l'époque, la roulotte automobile pour le colportage qui permettait d'avoir 2 colporteurs qui allaient de ville en ville, aussi plus loin, pour annoncer l'Évangile et pour distribuer des Bibles. Alors, ce qu'on a appelé dans l'exposition qui a été montée les 3 oncles d'Amérique, j'ai évoqué Charles Hurlbird, c'est donc à son initiative que l'Institut va acheter les locaux et se constituer en association cultuelle. J'ai évoqué, sans en dire plus, Amazie Clarence Dixon, un pasteur américain qui finit sa carrière à Londres dans l'église de Spurgeon. C'est là que Rubens Saillens le rencontre et il s'ouvre à lui pour lui dire son désir de fonder une école, un institut biblique à Paris. Alors c'est une époque aussi où ces instituts se fondent de manière plus large. Et il va prendre sa retraite aux États-Unis et devenir un des professeurs de l'Institut biblique de Los Angeles, tout en visitant des différents champs de mission comme la Chine, mais aussi la France. Et c'est lui qui va faire le lien avec l'Institut biblique de Los Angeles. Les premiers donateurs seront des étudiants. Et il va prendre contact avec Milton Stewart, qui est un homme qui a fait fortune dans le pétrole, qui a une fondation qui veut aider les différentes œuvres évangéliques, et en particulier avait le désir aussi d'aider en France. Et c'est grâce à son financement que l'Institut, alors la première année, a pu fonctionner en louant les locaux, et puis ensuite a pu acheter les locaux, construire la salle des Cèdres. Alors vous voyez qu'il est décédé en 1923, donc très tôt, mais sa fondation a encore un peu duré. On peut dire pendant 10 ans, cette fondation a beaucoup aidé l'Institut à fonctionner. Un institut qui fonctionne encore un peu comme aujourd'hui. En fait, là, on n'a pas beaucoup changé en matière d'enseignement. Un programme avec la Bible qui est au centre, une Bible dont on considère l'autorité, la Bible qu'on étudie livre après livre, la Bible dont on étudie les doctrines, la Bible dans laquelle on tire des éléments
concernant la théologie pratique. Puis la Bible, on considère aussi la manière dont elle s'est répandue dans le monde. C'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des missions. Mais l'enseignement ne se borne pas qu'à ces aspects théoriques. Et dès le départ, il y a l'aspect pratique. Et l'aspect pratique, et bien sûr, tout début est lié à Rubens Sayens en tant qu'évangéliste, qui va entraîner, puis Roger Chérix ensuite, qui va entraîner les élèves à leur suite à la salle des Cèdres et dans les différents lieux. On peut dire qu'aujourd'hui, la différence, c'est que l'Institut est plutôt partenaire de toutes les églises qui se sont développées, et les œuvres et les stages se font maintenant en partenariat avec les responsables d'églises et d'œuvres. Et dès le départ, aussi, l'idée de la formation du caractère, avec les travaux et services au profit de toute la communauté, avec le sport aussi, avec aussi des sorties et puis aussi des soirées récréatives. Alors venons-en à la deuxième étape, ce que j'ai appelé les héritiers, le deuxième mouvement après la guerre, où l'Institut a dû fermer. C'est Louise Sayens qui va être officiellement directrice, mais on va s'intéresser davantage aux deux amis, Jacques Arthur Blocher et Jules Marcel Nicole, qui se sont rencontrés en fait à l'Institut. Vous les voyez dans leur promotion de 1927. Jacques Arthur Blocher avait 17 ans, il était bachelier, ce qui était rare encore à l'époque. Et il va à la fois suivre les études à l'Institut et à la fois faire préparer une licence de lettres à la Sorbonne. Jules Marcel Nicole est suisse et il vient en fait pour loger à l'Institut et préparer sa licence en lettres à la Sorbonne, et puis va aussi suivre les cours à l'Institut. Et les deux amis vont donc se trouver. Ils vont continuer ensuite leurs études aux États-Unis, avec la particularité pour Jacques Arthur Blocher de devoir prématurément arrêter ses études au bout d'un an et quelques mois, suite au décès de son père, Arthur Blocher. Son grand-père, Rubens Sayens, lui demande de revenir pour aider sa maman, qui va prendre la responsabilité de l'église du Tabernacle. Par contre, donc, pour Jules Marcel Nicole, c'est son père qui ne veut pas trop qu'il soit enseignant, mais Rubens Sayens va pousser et il va accepter de venir pour être enseignant. Son père, de M. Nicole, est lui-même pasteur itinérant, et il devient aussi aveugle, et puis il apprécie de pouvoir faire ses tournées avec son fils. Et on va voir avec ces deux enseignants de l'Institut, qui sont aussi pasteurs, ensuite Jacques Arthur Blocher à l'église du Tabernacle, Jules Marcel Nicole, le premier pasteur de la chapelle, même si c'est Jacques Arthur qui écrit les statuts de cette église et qui y prêche aussi tous les 15 jours. Ils vont avoir cet engagement dans l'Église, mais aussi dans la mission. Alors ici, Jacques Arthur Blocher pour ce qui est la mission biblique en Côte d'Ivoire. Jules Marcel Nicole, ce sera la mission franco-suisse au Tchad, où il va être bien impliqué. Une particularité pour nos gens, c'est que Jules Marcel Nicole va résider sur place. Il va avoir vraiment être très, très en prise avec tous les étudiants. On le voit à la table, chef de tablé qui donne les repas. Et c'est un petit peu aussi dans ce sens qu'il va avoir un passage à son nom juste en face de la chapelle à Nogent. Il a aussi des cours à la faculté de Vaud, il en a donné à la faculté d'Aix aussi, il était maître de conférence. Et pour Jacques Arthur Blocher, on le voit traducteur officiel ici de Billy Graham, et bien des engagements. Alors, j'ai essayé de lister de manière non exhaustive ici les différents domaines où ils ont été des acteurs et ont marqué le milieu évangélique et ont créé ce réseau, ces liens avec la mission biblique en Côte d'Ivoire pour la mission, le Centre évangélique d'information et d'action qui est fondé avec l'Institut biblique Emmaüs, et c'était nos gens qui avaient la responsabilité de la logistique. Il y avait aussi l'Union des chrétiens évangéliques, les GBU. Jacques Arthur Blocher est un geek avant l'heure, et en particulier là, avec la radio, mais aussi avec cette création de l'association Science et Foi qui distribuait les films Moody en France. On peut parler de l'Alliance évangélique française restaurée aussi grâce à leur soutien. On peut parler aussi du soutien pour l'association d'églises de professants des pays francophones qui va être créée en 1957. Bon, j'ai parlé de la mission franco-suisse, bien sûr, la faculté de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine. Il y a la cofondation de l'école de langue à Albertville,
et puis la fondation aussi, cofondation de la FMEF, la Fédération des missions, de missions évangéliques francophones, qui devient aujourd'hui Connect Mission. On pourrait rajouter d'autres choses, qui montrent le souci d'un travail interdénominationnel de ces responsables de cette école, qui est la première école mixte interdénominationnelle en France et en francophonie. Vous voyez la différence entre 1921, enfin la promotion 1921-22 et 82-83. On voit combien le nombre d'élèves va augmenter, c'est la troisième période dans laquelle nous allons entrer. Diversité aussi, et puis un nombre de professeurs aussi plus important. Alors la diversité, on la voit en particulier ici avec la dernière volée. On voit qu'il y a des étudiants venant de différents coins du monde. À partir des années 60, c'est les Antilles, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et puis aujourd'hui, des étudiants qui sont célibataires, des étudiants qui sont mariés, qui sont en famille, qui sont des jeunes qui sortent avec une formation universitaire souvent, ou non, parce que c'est toujours une école ouverte, où le bac n'est pas nécessaire. Mais aussi des retraités. Nous avons ici un étudiant qui a été un retraité de l'armée camerounaise, surnommé affectueusement par ses camarades d'études Papy. Et donc, forcément, pour là, il y a aussi une équipe qui est plus nombreuse, mais aussi une équipe qui nécessite plus de financement aussi pour pouvoir payer tous ses collaborateurs, qui va demander une organisation différente. La vie, l'Institut demeure, vous reconnaissez là certaines personnes, et parmi les responsables aujourd'hui d'œuvre, vous reconnaissez Patrick Guiborin en particulier. Alors cette dernière période est celle qui voit ces différents directeurs se succéder, qui font la transition, ils ne sont plus nommés par les fondateurs, avec une réorganisation, donc on passe au modèle, comme je disais, plutôt ecclésial, avec toutes les questions se posant sur l'aspect de l'académie, la manière dont on va diriger les études, avec la construction de ce bâtiment B, bibliothèque, qui était la salle de cours, et les réflexions qui vont s'approfondir avec Paul Sanders et le projet d'accréditation pour une reconnaissance institutionnelle. Diversification des formations avec Gauthier de Smith, puis la construction du bâtiment C avec ainsi le trou financier qui va se creuser. Jacques-Arthur Blocher, qui est celui qui va assainir les finances et qui va travailler à des questions de synergie entre les différentes écoles, en particulier avec la faculté de Vaux-sur-Seine, et puis décision est prise à ce moment-là, suite aux différents engagements, différentes rencontres, différentes évolutions du projet, que chaque école, la faculté de Vaux-sur-Seine et l'Institut continuent à se développer sur leur propre site. Et on peut dire avec maintenant Étienne Lermenos, c'est l'exécution de cette volonté de développement sur le nouveau site, avec la construction qui se met en place, l'IBFIL qui donne aussi un nouveau visage au cahier de l'Institut, et tout le besoin de recrutement, renouvellement de personnel, mais aussi d'étudiants. On estime qu'il faut entre 120 et 140 diplômés qui se préparent au ministère pastoral pour pouvoir prendre le relais de ceux qui prennent leur retraite. On estime qu'il y a en gros 35 diplômés. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, il y aura un complément tout à l'heure. Voilà, en tout cas, nous vous invitons à venir nous voir à l'Institut. Nous sommes là pour vous accueillir et continuer le travail ensemble. Merci. Alors, qui dit 100 ans de l'Institut, dit forcément 100 ans de vie d'hommes et de femmes. Alors maintenant, je vais appeler quelques anciens qui vont vous donner un petit mot de témoignage, une petite anecdote, un souvenir précieux, et qui mettront en relief ce qu'Anne vient de vous dire. Alors, je vais les appeler en groupe, parce que ce serait sympa de les avoir déjà tous dans l'estrade.
Alors, est-ce que vous vous rappelez que vous devez dire quelque chose pour l'Institut ce matin? Voilà, si vous voulez bien monter. Alors, Patrick, Thomas, Jamel, Tamaris, est-ce que j'ai bien mon petit monde? Félie. Il m'en manque encore quelques-uns. Joël, Daniel. Je crois qu'il me manque l'unique femme qui devait parler ce matin. Bon, elle va peut-être arriver. Ouais. D'accord, merci Joël. Voilà, ça vous fait quoi? Est-ce qu'on a l'impression de revivre le sermon d'épreuve ou la remise de diplôme? Je vous propose d'enlever vos masques déjà. Et puis, ce que j'aimerais bien, c'est que peut-être vous commenciez par dire votre nom, prénom, ce que vous faites, et puis peut-être l'année de promotion. Ça serait sympa aussi de vous situer un petit peu, si vous êtes dans le chapitre 1 de Anne, dans le chapitre 2 de Anne ou dans le chapitre 3. Je pense qu'on a déjà une petite idée en vous voyant. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, moi, c'est Félie et Yoka. J'étais à l'Institut avec mon épouse, donc en 90-91. Mon épouse travaillait aux éditions et puis moi, je faisais ma 3e année. Et voilà, très heureux d'être là. On va continuer. Comme moi, je suis donc Jamel Guérib, promotion 90-93. Voilà. Et donc, j'étais tout seul. Donc, j'avais pas encore de femme. Voilà. Alors, petite anecdote pour Jamel, c'est la promotion qui m'a marquée puisque c'est celle où je suis arrivée à l'Institut. Donc, il y a un lien tout particulier avec cette promotion. Il y aurait plein de trucs à dire, mais ce n'est pas le lieu, là. Daniel Grabert. Donc, je suis dans la période des successeurs, 73 à 76. La suite tout à l'heure. Bonjour, je suis Lionel Charles. Je faisais partie de la promotion 89 pendant 3 ans. Alors, je suis d'origine haïtienne. J'étais père de famille lorsque j'étais à Nogent. J'avais une femme, j'avais des enfants. Mais j'apprécie particulièrement la longévité de notre sœur Marie-Jo, ainsi que notre chef de travaux, Pierre Marais. Voilà, on ne pouvait pas s'en passer, hein. Voilà, j'étais avec M. Benahu, qui est mon voisin au Muro, et aussi Paul Sanders. Et je suis aumônier et je suis pasteur les Mureaux. Je suis aumônier des hôpitaux, je suis pasteur aussi au Muro et Goussainville. Voilà. Joël Flukiger, j'ai terminé ma formation en 2019 et aujourd'hui je suis au service des églises Perspectives, en particulier pour le travail jeunesse. Bonjour, moi c'est Damaris Gao. J'ai commencé l'IBN en 2017 avec une année de coupure et j'ai fait les 3 ans finalement. Donc là je viens de terminer cette année. Bonjour, je suis Patrick Guibora, je suis le directeur général du CEL. Oui, alors c'était une longue histoire pour aller à l'Institut que je n'avais pas prévu. Finalement, j'y suis allé. Ensuite, j'avais prévu de faire 1 an et puis finalement, j'ai fait 2 ans. Je suis rentré célibataire, je suis sorti fiancé avec mon épouse, que maintenant nous sommes mariés depuis. Voilà. Je m'appelle Thomas Odap et j'étais dans la promo 2012-2015. Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui aurait un souvenir un petit peu particulier, parce que là, vous avez donné votre pédigré, on va dire, promo, ce que vous faites et tout ça, mais j'aimerais que vous évoquiez en quelques mots qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à l'école, soit la vie communautaire, soit les enseignants, soit les camarades de promo aussi. Je sais que beaucoup parmi vous ou dans la salle ont rencontré leur conjoint, on n'en parlera plus trop là.
Je voulais faire figurer ça sur une plaquette publicitaire, mais on m'a dit que non, fallait pas. Voilà, donc qui veut prendre la parole et évoquer un souvenir, une anecdote de l'Institut? Vous battez pas. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est qu'il y avait une vie de famille à l'Institut, mais quand on allait manger à la cantine, il y a Monsieur Nicole, et à la fin, quand il reste un petit peu, un petit peu de salade, et il a dit « Qui en veut un petit peu? Qui en veut ?» Voilà, c'était intéressant. Pourquoi? Il était professeur, il était âgé, mais il était parmi nous comme un jeune garçon. C'était un homme vraiment agréable et aimable. Vraiment. Quelqu'un d'autre veut parler d'une figure marquante, veut parler de sa vie, des TP, je ne sais pas, des heures de révision, de la peur au moment des examens? Jamel? Allez. J'ai noté trois petites choses, mais je vais juste en dire une à la fois pour ne pas prendre trop la parole. Je me souviens quand j'ai commencé à l'Institut de Nogent et je suis arrivé, j'étais un peu tiraillé dans le sens où je me suis dit mais je vais perdre mon temps, je n'ai pas le temps pour servir le Seigneur dans la pratique. Et un professeur a dit ceci, alors peut-être je déforme un peu, mais en tous les cas la paraphrase que j'en retiens c'est « Vous aurez tout le temps de pratiquer. Par contre, vous ne retrouverez jamais ce temps plus tard, ou pratiquement jamais. » Ça m'a marqué. Première chose qui m'a marqué. La deuxième chose qui est un peu dans le même sens, je suis arrivé aussi avec des idées et des connaissances bien ancrées. Dans mon église locale, on avait aussi l'habitude d'avoir un suivi théologique. Et puis, je suis arrivé à Nogent pensant que tous étaient un peu comme moi, quoi, avec la même approche théologique. Et là, je vous avoue que j'ai été bousculé. Mais vraiment très bousculé. Et donc, quelque part, j'ai été, bousculé. Et en même temps, ça m'a quand même encouragé à creuser, à approfondir davantage pour avoir d'autres, pas forcément d'autres, mais des convictions et des convictions plutôt personnelles. Et avec cela, bien sûr, l'humilité était la bienvenue, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à avoir la connaissance. Donc l'humilité m'a beaucoup aussi aidé, et le respect des uns et des autres, parce qu'il y avait une telle diversité d'approches théologiques, mais avec un même amour pour le Seigneur, un même respect pour l'Écriture. Et ça, j'ai vraiment béni le Seigneur pour ce temps. Voilà pour le côté un peu sérieux. Alors, je voyais Joël hocher la tête. Je pense que tu as peut-être quelque chose à dire aussi. Je peux vous partager une anecdote, un souvenir qu'on a peut-être en commun, et c'est de circonstance. Le centre évangélique en 2018, je ne sais pas si vous y étiez, a eu l'honneur, le privilège de recevoir le docteur Mukwege, qui était prix Nobel de l'année. Et l'anecdote tourne autour de ça. Nous avons, Damaris aussi, etc., nous avons eu le privilège, l'honneur de servir comme étudiants pendant ce centre évangélique. Et je me souviens, j'étais un peu dans le poste de sécurité à ce moment-là. Je me souviens que le docteur Mukwege est arrivé avec son représentant français, la personne qui gérait sa tournée, en avance. Et ensuite, on vient me voir. Écoute, il y a 3 colosses qui sont à l'accueil. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et de mes souvenirs, on n'était pas au courant très en avance que ce personnage allait venir. Et on nous avait communiqué, voilà, cette personne est très connue, mais cette personne est aussi un peu, alors en danger entre guillemets, mais en tout cas, voilà, elle a des risques. Ok, j'avale ma salive, je vais à l'entrée, je vois ces 3 colosses, 2 mètres, baraqués comme pas possible. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Premier réflexe, je leur demande qui se présente. Bonjour, nous sommes les gardes du corps. Ah bah super, vous n'êtes pas avec monsieur Mukwege en avance, super. Du coup, je suis allé voir l'assistant d'abord en salle, etc., etc. Effectivement, c'était les gardes du corps qui nous ont demandé, mais elle est où votre sortie de secours au cas où s'il faut qu'on l'embarque? On n'en avait pas, on ne savait rien du tout, on a improvisé sur place. Bref, pour moi, les souvenirs à l'Institut, c'est ça aussi, des moments forts pour nous en tant qu'étudiants, des moments forts qui font vivre l'Église et aussi ce centre évangélique.
et des moments qu'il faut parfois un peu improviser, ça fait partie. Voilà. Merci Joël. Alors je vais laisser la parole peut-être à Damaris. Mars 2020. Lorsque partout la vie s'est arrêtée, eh bien, pas à l'Institut, aux 2 rues Jean Moulin. Beaucoup d'étudiants sont rentrés dans leur région. D'autres sont restés à l'IBN, leur maison. Un nouveau groupe WhatsApp a vu le jour. Les survivants, qui, par nostalgie, existent toujours. Qu'ont fait ces survivants pendant ce temps, tandis que d'autres occupent leurs enfants? Imaginez la grande salle de cours, sans table, ni chaise, ni cours. Elle s'est transformée régulièrement en salle de sport et salle de jeu pour adultes et enfants. Lors d'un anniversaire, au lieu d'écrire une lettre, nous chantions tout joyeux à nos fenêtres. Mais ce n'était pas une vie sous les cocotiers. L'intendant nous appelant chaque vendredi au TP. Les 3 bâtiments sont restés nickel, grâce à une équipe remplie de zèle. Les cours sur Zoom, notre nouveau quotidien, on se perdait parfois avec tous les liens. Et qui d'entre vous ne connaît pas bien habillé en haut, jogging en bas? Oserais-je parler des problèmes de Wi-Fi qui parfois étaient pour nous un réel défi? Des cours de prédication derrière l'écran qui malgré tout restaient un peu stressants. Des retrouvailles dans le jardin pour le grand bonheur de chacun. Printemps 2020, c'est maintenant derrière nous. Et notre Dieu a été fidèle en tout. Nous étions devenus une vraie communauté à l'Institut biblique, confiné qu'à moitié. Merci Damaris, c'était très touchant. Alors, je ne sais pas où on en est par rapport au temps imparti. Il reste 3 minutes. Alors, en 3 minutes, plein de choses à vous dire. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Ensuite, que les anciens qui sont dans la salle et qui ne sont pas sur l'estrade se préparent. J'aimerais quand même faire une photo avec tous les anciens de l'école présents. Donc, préparez-vous. Et puis, vous dire que, évidemment, tout ne peut être dit. En tout cas, aujourd'hui, vous avez une petite plaquette où vous retrouverez le témoignage de nombreux étudiants, plus ou moins anciens. Et ce sera sympa de les lire aussi, à défaut de pouvoir tous les écouter. Alors, encore Thomas et Félie, on a 3 minutes, même pas. Alors, merci pour l'opportunité de me passer ce micro parce que c'est pour moi l'occasion d'exprimer toute ma reconnaissance et publiquement pour tout ce que l'Institut biblique m'a apporté. Et je peux vraiment dire que mon ministère ne serait pas tel qu'il est maintenant, même s'il reste modeste, mais sans l'équipement que j'ai reçu à l'Institut biblique de Nogent. Et je prendrai pour l'illustrer, je fais aussi de l'aumônerie de prison, donc une porte on va ouvrir, et quelqu'un sera abattu, il faudra faire exercer ce qu'on a reçu en relation d'aide. Une autre porte, quelqu'un a une question sur un texte biblique, il faudra faire référence donc au cours biblique pour lui expliquer la phrase qu'il n'a pas compris. Une autre porte, ce sera plutôt une question apologétique, il faudra pouvoir défendre sa foi, argumenter. Et même une autre porte, ça m'est arrivé qu'une fois, mais faire appel aussi au grec du Nouveau Testament pour pouvoir expliquer aussi un texte avec quelqu'un. Et donc tout cela, j'aurais pas pu le faire sans tout le bagage. Et ne parlons pas encore des questions éthiques qui sont venues, des questions de doctrine. Et tout ça, j'ai pu y faire face, j'ai pu apporter quelques éléments de réponse. Et c'est grâce à l'Institut biblique de Nogent. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté. Et j'espère que voilà, dans 900 ans, on fêtera encore cet anniversaire. On n'y sera peut-être plus là. Moi, j'avais juste pensé dire un témoignage autour de 3 mots. Il y a des connaissances acquises avec des professeurs de qualité, je ne vais pas les nommer, des connaissances acquises, mais il y a aussi des souvenirs qui sont restés ancrés. Et je dirais beaucoup de souvenirs, mais pour le temps qui m'est imparti, peut-être le souvenir que j'ai intitulé « Le couteau suisse », c'est Pierre Marais.
dans la gestion de l'équipe, l'intendance et aussi l'exemplarité. C'était vraiment le couteau suisse pour moi. Et puis, donc j'ai dit connaissances, j'ai dit souvenirs, mais il y a aussi des liens que j'ai aujourd'hui dans mon ministère avec l'Institut biblique. Et puis, ce trait d'union pour ce lien, en tout cas, c'est Marie-Josée. Merci pour l'accueil et tout ce que tu as aussi facilité pour une prise de parole dans des congrès et aussi toute la confiance que tu m'as témoignée aujourd'hui. Je sers le Seigneur au sein de l'AE, dans la direction, mais je sers aussi le Seigneur dans mon église locale en tant que pasteur, dans un fonctionnement collégial. Et il y a tout ce que j'ai appris me sert énormément. Et merci. Merci à chacun. Alors ne bougez pas. Est-ce que les anciens veulent bien vite monter sur l'estrade? On fait une photo du souvenir. Alors il y en a, je ne vais pas vous appeler un par un. Anne, Jenny, Philippe, Pierre, Alain, Romain. Vous allez vous mettre... Ah ben voilà, il y en a d'autres qui arrivent. Eliette, allez. Florian, c'est ça? Je ne vois pas bien là. Yvette. Et je vais vous laisser. Est-ce que... Rachel, tu veux bien faire une photo, s'il te plaît? Alors, est-ce que vous m'autoriserez à mettre cette photo dans Libéphile? Oui. Resserrez-vous un petit peu, peut-être, parce que je ne sais pas si vous rentrez dans le champ. Bah alors Allez, 100 ans de l'Institut, c'est quoi? Voilà, merci à chacun et on va poursuivre notre programme avec Étienne. Voilà, il me revient de vous parler brièvement du deuxième centenaire qui ne fait que commencer et des défis du développement qui nous attendent. Alors, je l'ai fait sous forme d'un petit quiz, en tout cas de quelques chiffres que j'espère attireront votre attention. Le premier, c'est 16 et 22. 16-22, c'est les chiffres de l'énorme diversité à laquelle tout organisme aujourd'hui est confronté. C'est-à-dire que, par exemple, cette année-là, il me semble que c'est 2018, il y avait 16 nationalités qui se fréquentaient sur notre campus. Alors, il faut aujourd'hui différencier les nationalités et les provenances parce que beaucoup vivent en France, en fait. Donc, ça fait 9 provenances différentes. Et puis finalement, quand vous prenez des gens qui vivent en France mais qui n'ont pas forcément un arrière-plan culturel français, ça fait 22 cultures différentes. Autant d'occasions de friction, d'incompréhension, de curiosité, de surprise, de tout ce que vous pouvez imaginer, un vrai défi communautaire. Mais nous le vivons heureusement et c'est une bonne préparation à vrai dire. Deuxième chiffre, 94-20. Alors c'est une autre réalité qui a beaucoup changé, c'est ceci. En 2021, il y avait 94% de bacheliers, en 1970, seulement 20%. Et au début de notre école, il n'y en avait quasiment aucun, ou c'était extrêmement rare. Maintenant, avoir le bac ne dit pas tout, et j'ai mis cette phrase un peu choc, plus diplômé mais moins instruit. C'est-à-dire que c'est vrai sur le plan de la culture générale,
Une des difficultés que nous rencontrons, c'est la maîtrise relative du français, qui nous oblige à donner des cours dans ce domaine. Mais c'est vrai aussi de la Bible, des enfants venant de familles chrétiennes qui aujourd'hui connaissent assez peu la Bible. C'est un vrai défi pour une école biblique parce que très souvent, dans le passé, il y avait un acquis sur lequel on pouvait travailler. Troisième défi, c'est probablement le plus important, 40-80. Et ici, ce défi-là, c'est un calcul qu'a fait le pasteur Daniel Lichty, qui laisse penser que pour renouveler le ministère, les 1700 pasteurs qui sont actuellement en poste dans le milieu évangélique en France de l'Hexagone, dans l'Hexagone, il faudrait 45 pasteurs formés chaque année. Et comme nous implantons environ 35 nouvelles églises par an dans le CNEF, il faudrait donc 35 pasteurs, parce qu'un implanteur ne sera pas forcément celui qui aura les dons pour ensuite conduire l'église sur ce plan-là. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait 80 pasteurs formés, qui sortent de nos écoles, pas de l'Institut biblique seulement, de nos écoles. J'estime qu'il n'y en a que 40 au mieux. Et je prends l'ensemble des institutions d'Europe francophone, évangélique. Et pourquoi Anne a donné un chiffre de 120-140, c'est que pour avoir 80 pasteurs formés, il faut former plus de gens, parce qu'il y a ceux qui découvrent que leur vocation n'est pas celle du pastorat, malgré ce qu'ils avaient pensé au départ. Il y a ceux qui commencent dans le pastorat et qui s'arrêtent, malheureusement. Ce qui fait qu'on n'a pas un étudiant, un pasteur pour un étudiant dans la durée. C'est le grand défi du monde évangélique aujourd'hui. Alors on est passé, vous allez le voir, dans notre façon de présenter les choses, de le Christ tout entier dans la Bible tout entière pour le monde entier, qui reste néanmoins notre devise au sens le plus fort du terme, à une formation à vivre pour un ministère rayonnant. Notre idée, c'est que la formation, elle est faite à la fois de l'acquisition d'une connaissance, mais elle doit toucher toute la vie. Le meilleur bibliste ne fera pas forcément un bon pasteur, et parfois même n'en aura pas la capacité sur le plan du modèle. Il faut aussi que le caractère soit formé. Une des réalités qui est notre réalité, chers amis, c'est qu'à cause du délitement de la famille, beaucoup arrivent avec des parcours chaotiques, et donc des personnalités immatures. Et il y a un immense travail sur ce plan-là, parce que si quelqu'un n'a pas en partie fait le tour de ces difficultés, il pourrait représenter une difficulté lui-même pour l'Église ensuite. Et puis le deuxième aspect, le ministère rayonnant, ne l'entendez pas au sens du clinquant, mais au sens du profond, fidèle au Seigneur et à sa parole, remarquable par son intégrité et son amour. C'est la chose que nous poursuivons sur des bases relativement identiques à ce qui s'est fait autrefois, mais dans des formes un peu différentes. Nous avons aussi maintenant un outil, et je vais laisser Rachel Vaughan en parler, qui nous permet d'envisager un développement significatif. Bonjour à tous. Donc, comme Étienne a dit, pour répondre à ces besoins de formation, il y a quelques années de là, l'Institut a décidé de construire un nouveau bâtiment. Donc, je pense que vous êtes au courant. Et voici donc le plan d'architecte avant sa construction. Et ce nouveau bâtiment qui donc comprend 18 chambres, 6 appartements, une nouvelle salle de restauration qui va nous permettre de convertir la salle à manger dans une nouvelle salle de cours. Et cette expansion va presque doubler
la capacité de logement à l'Institut. Et nous sommes vraiment reconnaissants à tous les amis de Libyenne pour leur générosité, les amis, les églises en France et à l'étranger, les fondations qui ont soutenu ce projet, pas seulement financièrement, mais aussi dans la prière. Il nous reste encore à trouver 130 000 €. Oubliez quelques zéros. Mais tout au long du projet, nous avons vraiment vu la fidélité de Dieu avec le permis de construire en 2018, sans opposition de la part des Nogentais, l'arrivée fréquente et continue des dons et des bourses. Et malgré la crise sanitaire, les travaux ont pu commencer en septembre 2020. Et nous voyons ici donc la construction, le bâtiment qui pousse, qui sort du sol, avec les fondations qui étaient terminées en décembre 2020, et puis le dernier étage au mois de mai cette année. Le toit a été posé pendant l'été, et maintenant voici le bâtiment. Il reste quelques finitions à l'intérieur, les ouvriers travaillent encore, mais nous vous invitons tous à venir pour l'inauguration le samedi 2 avril. Et les premiers étudiants vont résider à partir de septembre 2022. Donc, vraiment un très, très grand merci pour tout votre soutien. Voilà. Rachel, que vous ne connaissiez peut-être pas, a présenté cet aspect de notre développement parce qu'elle fait pour nous de la levée de fonds auprès des organismes étrangers. Et c'est ainsi que nous avons pu trouver des fonds auprès de diverses fondations. Voilà, et nous l'en remercions. Je vais demander à Jenny Girard, une de nos anciennes étudiantes, qui est venue tout à l'heure pour la photo, si elle veut bien s'avancer et nous conduire dans une prière de reconnaissance pour la fidélité du Seigneur à l'égard de l'Institut. Seigneur notre Dieu, Père céleste, waouh! Quand on regarde tout ce que tu as permis, tout ce que tu as commandé, tout ce que tu as facilité, ordonné, organisé, toutes ces personnes qui ont contribué au développement de ton royaume ici en France et ailleurs, nous ne pouvons que te louer, te remercier, de rester émerveillés par ton projet pour ton peuple, pour l'humanité. Tu persévères malgré tout, malgré nos désobéissances, notre entêtement, nos incompréhensions, nos incapacités de vivre ensemble. Toutes ces choses, tu nous as pris pas à pas, tu nous as montré ton chemin de vie, de lumière, d'amour, de fraternité. Et surtout, tu nous as aidés à mieux connaître ton Fils. Merci pour cette richesse incroyable. Merci pour toutes ces ressources que tu as mises en œuvre. Merci pour tous ceux que tu as suscités, que tu as appelés à continuer cette œuvre qui était l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, qui est toujours et qui sera encore pour autant que tu en as besoin. Nous te remercions de tout cœur, individuellement pour tout ce que nous avons reçu, justement pour vivre une vie épanouie et au service. Nous te remercions pour tous ceux qui ont répondu à cet appel et qui promeuvent ta parole partout dans le monde. Nous te remercions pour toutes les ressources que tu as mises à disposition, pour tout ce que nous avons pu apprendre et à donner aussi. Merci, comme disait M. Sanders souvent,
Merci pour tout ce savoir, le savoir-être et le savoir-faire que tous les étudiants et le personnel de l'Institut a pu bénéficier de ces choses et mettre en pratique et le vivre. Nous te remercions pour la joie d'être une grande fraternité, une grande communauté d'hommes et de femmes qui t'aiment et qui te servent. Et nous te remercions pour ta vision, ta grandeur, ta majesté, ton amour envers nous. Seigneur, on peut dire plein d'autres choses. Tous ces différents détails, tous ces différents incidents, toutes ces différentes difficultés que tu nous as aidés à résoudre ou à comprendre, à voir plus clair. Le côté disciplinaire, le côté réjouissance. Toutes ces choses, Seigneur, tu nous as offert, tu nous as fait vivre. Tu as vécu avec nous. Ton œuvre est grande, Seigneur. Ton œuvre est merveilleuse. Ton œuvre est majestueuse. Et nous te remercions de tout cœur pour tout cela et d'avoir été partie prenante de tout ce que tu avais prévu. Seigneur, merci pour tous ceux qui s'occupent de l'Institut aujourd'hui. Nous te les remettons entre tes mains afin que tu les bénisses et que tu fructifies leur travail. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Il me reste à vous faire 2 annonces. La première, c'est que Anne Ruolt, qui a dégagé à notre demande du temps pendant 1 an pour faire des recherches et écrire un livre sur le centenaire, se tiendra à votre disposition pour dédicacer le livre que vous aurez acheté. Il faudra quand même l'acheter avant qu'elle le dédicace. Et donc là, il y a une table avec ce livre où il y a beaucoup de ressources, beaucoup de photos qui vous permettra soit de revivre des choses, soit de les visualiser parce que vous en avez entendu parler, soit de les découvrir. Deuxième annonce, toute simple, nous allons maintenant partager un moment plus convivial, plus informel avec un verre de l'amitié et vous êtes donc conviés. On va, je pense, enlever les paravents et on va pouvoir s'approcher des tables. Merci à chacun d'être là pour ce petit moment.